Chez Kant, les idées esthétiques renvoient à un travail productif du génie individuel, que Kant compare d'ailleurs à ce travail, au travail de la nature dans l'esprit. C'est sa célèbre définition du génie. Le génie, c'est le talent. Il donne cette définition au paragraphe 46 de sa troisième critique. Le génie, c'est le talent ou le don naturel, mais qui donne ses règles à l'art. Donc, c'est ça la définition paradoxale et dans une certaine mesure assez obscure d'ailleurs, de Kant, puisque Kant ne nous explique pas très exactement quelle est cette nature qui, dans l'imagination du grand créateur d'art, donne ses règles à l'art. En tous les cas, Kant oppose le génie et le savoir-faire méthodique, justement. Le savoir-faire méthodique ou technique. Le génie, en effet, est spontané, il est inconscient, il est personnel, il est naturel. Alors que Kant dit la méthode, une production méthodique, est réfléchie, elle est consciente, elle est universelle, ou du moins, elle a une prétention à un développement collectif et au fond historicisable aussi. Donc il peut y avoir un progrès, par exemple, dans l'usage des méthodes, un perfectionnement méthodique de ces méthodes. Alors que les grandes œuvres d'art, comme ça, apparaissent de façon discontinue, elles traversent l'histoire, il n'y a pas vraiment de continuité entre ces grandes inventions. Bien sûr, ensuite, il y a des disciples qui s'installent, qui copient les procédés du maître, mais il faut attendre une nouvelle irruption, et Kant insiste bien là-dessus. Il n'y a donc pas d'histoire au sens ancien de l'art, on pourrait dire autant de l'art en tous les cas, en tant qu'il est productivité géniale. Et ceci a beaucoup intéressé, bien sûr, les romantiques. Donc c'est par cette théorie du génie esthétique qu'il y a chez Kant justement des éléments, comme on dit, des éléments d'esthétique pré-romantique, très paradoxalement. Et les romantiques allemands, les premiers, vont se saisir de cette dimension, de cette dimension, disons, de l'œuvre de Kant. Et c'est là aussi donc que Mallarmé, et j'en viens donc à mon propos maintenant et à mon hypothèse, c'est là que Mallarmé se sépare justement de Kant. Sans le connaître, bien sûr, mais je veux dire, ses idées concernant le génie ne sont pas du tout celles-là. Et c'est précisément pour ça qu'il y a beaucoup plus d'affinité explicite avec Descartes, avec la méthode. Pour Mallarmé, ce qui n'est donc pas un poète romantique, Mallarmé n'est pas romantique, et qui écrit donc un siècle après la critique kantienne, le génie poétique est une production du langage, en fait. Et on pourrait dire que le génie initial, pour lui, c'est le génie des langues, dont le poète doit retrouver et parfaire de façon méthodique les procédés, en faisant le détour par l'analyse d'une science que Kant ignorait d'ailleurs, mais qui naît à l'époque de Mallarmé, c'est-à-dire la linguistique. Et c'est, selon mon hypothèse, donc, dans la mesure où il substitue la productivité langagière au génie, au sens de Kant, que Mallarmé rencontre Descartes, c'est-à-dire le philosophe de la méthode et de l'analyse. D'où la nécessité pour penser ou repenser philosophiquement Mallarmé de commencer par ses réflexions sur Descartes concernant la forme ou la méthode poétique, c'est-à-dire la méthode qui a pour but de travailler la langue, de travailler ce qu'on appelle maintenant les signifiants, donc les sons de la langue, et le rapport des signifiants et signifiés, et de poursuivre alors par Kant concernant cette fois-ci le contenu de l'œuvre, visé à travers ce travail sur la forme de la langue, le contenu qui est alors tout à fait pertinent du point de vue de l'idée esthétique au sens de Kant. Donc vous voyez un petit peu, c'est un petit peu ça mon hypothèse, mais je crois qu'on peut la vérifier. Il y a une référence cartésienne explicite concernant le travail à opérer sur la langue, et puis quant à l'intentionnalité, si vous voulez, du poème, c'est bien le monde, c'est bien une vision du monde, une vision symbolique, on va voir quels sont les grands symboles que Mallarmé, et qui a une dimension éthique aussi bien sûr, que Mallarmé a en vue, précisément. Alors, quelle est la référence Descartes? Je crois qu'il est facile de la retrouver. En fait, s'il s'agit, il ne donne pas cette référence, mais il s'agit au fond, il s'agit sûrement de la quatrième partie du discours de la méthode, où Descartes écrit « Je voulus supposer qu'il n'y avait aucune chose qui fût telle nos sens en fait, que nos sens nous la font imaginer. » Et plus bas, dans la même page, il écrit « Je me résolus de feindre. » C'est-à-dire de
faire semblant, de faire comme si, de feindre que toutes les choses qui m'étaient entrées donc du dehors dans l'esprit n'étaient pas non plus vraies, n'étaient pas plus vraies que les illusions de mes songes. Autrement dit, c'est très certainement ce texte, ce type de texte que Mallarmé a lu et qu'il reprend ici. Et si on applique cette démarche à la linguistique, dans la linguistique comme science autonome du langage, distingue bien sûr de la physique et de la psychologie ou de la sociologie, en tous les cas, n'existera que si elle autonomise elle aussi son objet, d'abord de façon fictive et supposée, puisqu'on ne sait pas encore quelle sera cette essence. Bien sûr, cette essence relèvera de la sémantique, de la phonologie. Il y a des lois qui sont inconscientes, en fait, qui échappent du moins à la conscience claire de l'usager, qui a un rapport instrumental, encore une fois, avec la langue. Donc, ceci est un geste cartésien, puisque Descartes, doutant en philosophe de l'existence des choses matérielles, feignant de croire qu'elles n'existent pas, découvre par là même, avec l'existence de sa pensée autonome, bien sûr, soutenue par la volonté, d'ailleurs, de penser, et Mallarmé note cette volonté, découvre donc l'essence claire et distincte de ces choses matérielles, à savoir l'étendue géométrique. Bref, avec lucidité, Mallarmé comprend que la rupture épistémologique qui institue la science linguistique repose sur une méthode cartésienne. Le doute volontaire, la réduction à l'essence par l'idée claire et distincte, l'analyse et la recomposition donc des idées simples qui constituent cette essence. Ce sont les caractéristiques de la méthode. Et c'est en faisant comme si le langage ne renvoyait à rien d'autre extérieur à lui qu'on découvrira son essence de la même manière, qu'on l'analysera et qu'on recomposera selon ses lois propres, donc phonologiques, sémantiques, syntaxiques, qui échappent à l'usage vulgaire, au contact, au rapport sensible du langage. Mallarmé, à l'évidence, donc transpose, c'est ça qui nous intéresse bien sûr, cette méthode sur son travail poétique. Plutôt que d'écrire une poésie narrative ou lyrique, voyez, qui renverrait justement à la narration classique, de type classique, ou à une effusion romantique, de type romantique. J'ai dit Mallarmé vient après le romantisme, il admire bien sûr Hugo, mais c'est pas du tout une poésie romantique qu'il va faire, car ces types de poésie, narratifs classiques, effusives, romantiques, sont toutes deux relatives à des perceptions, justement, des perceptions internes, à des affects, des perceptions externes, mais aussi intériorisées dans des affects. Et le poète considère donc fictivement, au contraire, que la seule réalité indubitable, c'est la forme autonome et signifiante, en quelque sorte, des vers. Donc c'est véritablement là la finalité première de son travail, son objet propre. Et évidemment, ce matériau est composé de syllabes, des syllabes sonores qui sont rythmées et rimées. Et donc, de même qu'avant de représenter quoi que ce soit, un tableau par exemple, est d'abord un ensemble, comme on le dit, de couleurs sur une surface en un certain ordre assemblé, eh bien c'est tout de même l'anéantissement fictif de la référence commune, sensible, ou narrative ou romantique, qui fait que le poème devient un ensemble de sons linguistiques, de phonèmes donc, en un certain ordre, alors un certain ordre, un nouvel ordre, un ordre nouveau, celui que le poète va donner à ces éléments sonores, puisqu'ils ont déjà leur ordre dans la langue, vous voyez, donc il y a un travail à effectuer sur cette langue, sur cet ordre linguistique. Donc c'est une seconde réflexion, en fait, c'est une réflexion seconde. Travail donc, qui s'effectue sur ce que Mallarmé appelle souvent la ligne vacante du vers. Voyez, donc cette ligne vacante, elle s'offre à un travail. Tel est donc le sens du fameux vers du sonnet en X que je vous ai aussi, que j'ai retenu là, dans c'est le troisième extrait, vous voyez, le fameux vers sur Bibelot, aboli, c'est le vers où Mallarmé en fait parle des mots poétiques, et du mot, aboli, Bibelot, d'inanité sonore. Bon, et cet énoncé est en fait extrêmement clair, puisqu'il signifie bien que le privilège habituel des mots, vous voyez, de décrire ou d'exprimer des événements contingents du réel extérieur, est en effet aboli.
ce privilège est aboli, et que la conséquence en est, du coup, que le mot devient apparemment un bibelot, hein, c'est-à-dire un petit objet décoratif qui n'a plus d'utilité réelle et qui va orner la surface ou la pièce de verre. Comme on pose un bibelot sur un meuble, Mallarmé pense bien sûr au coquillage, le fameux ptix. C'est un sonnet en X, donc il faut trouver des mots rares en X. Là, le ptix, c'est le nom de ce coquillage, ce gros coquillage rose, quand on entend le bruit de la mer, quand on met à l'oreille, dans lequel donc, on entend la mer, mais après, justement, et tout se tient chez Mallarmé, après avoir guidé l'animal, justement, l'animal de chair qui l'habitait, l'animal sensible. Le ptix est alors devenu vide et vain, inutile au sens de l'utilité référentielle ordinaire, d'où son inanité sonore que le poète va réutiliser comme matériau pour composer ses vers, donc dans la ligne mélodique, va obéir à des contraintes nouvelles auxquelles se soulève le poète avant de faire de faire dire à ces mots quelque chose, en fait. Vous voyez, parce que, encore une fois, c'est le premier étage du travail, j'espère que vous avez bien compris. Le second étage, c'est la visée qui va être signifiée. Ça va être le second étage va être le symbole, justement. Mais il y a tout un travail à faire sur le rapport entre signifiant et signifié, donc entre les mots et les idées habituelles, vous voyez, de la langue. Et là, bien sûr, on va s'inspirer alors de la linguistique. Donc, avant d'avoir une valeur expressive ou désignative virtuelle, donc, les combinaisons verbales vont être essayées. Mallarmé fait des essais. C'est une méthode aussi expérimentale, en quelque sorte. Et d'ailleurs, Descartes lui-même avait projeté des expériences collectives à la fin du discours de la méthode. Et donc, il va essayer donc ces combinaisons verbales après avoir vidé donc ce bibelot de sa chair, c'est-à-dire des significations référentielles habituelles. En n'obéissant plus donc aux contraintes qu'il va se donner, donc il y a une autonomie nouvelle du langage, une grande rigueur, les contraintes de la versification, les symétries, les oppositions, les coupures à l'hémistiche, etc. Enfin, toute la prosodie qui est imposée par la discipline classique de la versification. Donc un petit peu comme font certains musiciens qui essaient donc toutes sortes de combinaisons avant que de donner un sens et donc finalement un nom à la symphonie, par exemple. C'est cette règle de méthode que reprendra donc Valéry, poète qui est éminemment cartésien, mais aussi mallarméen, puisque c'est l'un des premiers disciples de Mallarmé. Et Valéry écrit ceci, qui est dans droit fil de cette méthodologie poétique, dans Ego Scriptor, de même que des opérations purement abstraites, algébriques, aboutissent dans beaucoup de cas à de bons résultats physiques, la pensée physique n'ayant joué d'ailleurs aucun rôle pendant l'intermède analytique, ainsi, dans des combinaisons verbales essayées et effectuées, sans grand égard à une idée initiale à exprimer, mais avec le souci de leur efficacité propre, permettait donc de former des objets poétiques les plus parfaits. Et je crois que ce passage de Valéry explique très bien, en fait, quel était donc le projet de son maître. Et dès lors, donc, l'œuvre implique, comme le dit Mallarmé, à ce moment-là, non seulement la disparition des références ordinaires, qui sont suspendues provisoirement, mais aussi, finalement, la disparition du poète lui-même, ce qui dit quelquefois la disparition élocutoire du poète. C'est-à-dire que le poète mallarméen ne s'exprime pas en tant qu'individu particulier, vous voyez, donc il ne se réfère pas à une particularité référentielle, etc., mais c'est pas non plus ses sentiments, ses émotions. Il y avait une lectrice de Mallarmé lui avait demandé un jour, mais alors, maître, vous ne pleurez donc jamais dans vos vers? Il avait répondu, non, madame, ni me mouche. Ça ferait couler l'encre. Ce qui l'intéresse, c'est l'encre, c'est le noir sur blanc qui intéresse Mallarmé, avec la plus grande netteté. Donc, il s'agit, pour faire œuvre de langage poétique, de céder l'initiative au mot, comme il le dit aussi, entendons donc à l'autonomie de la volonté du vers, volonté d'autonomie du vers, donc
qui est non seulement présente relativement au son, alors je vais progresser un petit peu parce que je suis peut-être un petit peu lent, mais c'est pas facile à expliquer, il faut quand même essayer de passer par ce qui est nécessaire. Donc quant au son, mais aussi au sens, exactement au fond comme dans la linguistique cartésienne. La structure sémantique ou la syntaxique profonde dans cette perspective cartésienne échappe en fait à la conscience naïve du locuteur. Et Noam Chomsky a écrit une sémantique cartésienne précisément. Et ces structures, donc que le linguiste de son côté et le poète du sien vont reconstruire. Alors ce ne sont pas les mêmes bien sûr, c'est-à-dire que comment dirais-je, le poète va superposer, vous voyez, ça va donc surdéterminer, il va superposer aux structures de la langue les structures autonomes du poème. Ainsi, Mallarmé écrit l'œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète. Il cède son initiative aux mots par le heurt de leur inégalité mobilisée, et il s'allume de reflets réciproques comme une virtuelle traînée de feu sur des pierreries, remplaçant la respiration perceptible en l'ancien souffle lyrique. Ça c'est en direction du lyrisme romantique, vous voyez, donc remplaçant cette respiration perceptible en l'ancien souffle lyrique, ou la direction personnelle enthousiaste de la phrase, vous voyez, ça aussi on l'écarte. Donc il s'agit donc maintenant d'en venir au lien donc, du son et du sens. Alors quelques mots donc là-dessus, puisque c'est bien sur cette articulation que va travailler le poète. Il y a à nouveau à ce niveau donc correspondance entre le linguiste et le poète cartésien, donc Mallarmé, mais cette correspondance est aussi une inversion. Alors je m'explique. En effet, l'essence ou l'idée claire du langage pour le linguiste, c'est l'arbitraire, le rapport entre son et sens, qui constitue donc le signe. Et Mallarmé perçoit très bien cet arbitraire dont Saussure plus tard fera le principe premier de la linguistique. Alors c'est là, par exemple, ce qui apparaît dans le petit passage que j'ai noté aussi, vous pouvez vous y reporter avec moi, c'est le second extrait, vous voyez, sur les rapports entre notion et l'exemple de la fleur. Ça aussi c'est un passage qui est connu. Il dit le moment de la notion d'un objet, donc dans le langage, c'est donc le moment de la réflexion de son présent pur, son présent pur en lui-même, de sa pureté présente. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que le concept que véhicule le langage des langues est un concept abstrait dont le contenu ne se réfère plus du tout à la temporalisation, en quelque sorte, ou à l'histoire des références particulières. Voyez, car quand je fais usage dans une phrase d'un mot, eh bien, je suis obligé d'employer des temps dans le verbe, etc., pour rendre compte d'une historicité, vous voyez, d'une durée, d'un passé ou d'un avenir, alors que la notion elle-même, qui est transmise par le mot à l'état pur, vous voyez, est une notion, au fond, détemporalisée, c'est le présent même de la notion. C'est un présent qui ne renvoie plus à cette durée particulière donc des choses. C'est pour expliquer ce présent pur, ou cette pureté présente du sens. Vous voyez, et l'exemple qui suit illustre bien cela, donc c'est le mot fleur, je dis une fleur. Alors là, il ne s'agit pas du tout d'un geste poétique, ce serait un contresens d'entendre ainsi ce passage. C'est le mot fleur qui est dans les dictionnaires, vous voyez. Je dis une fleur, et hors de l'oubli où ma voix relève aucun contour, donc en dehors des contours concrets de fleurs particulières que je peux percevoir, c'est ça, ils sont absolument suspendus, néantisés en quelque sorte, en tant que quelque chose d'autre que tous les calices, c'est-à-dire tous les calices particuliers que je peux percevoir, bien sûr, musicalement se lève, donc musicalement uniquement soutenu par la musique de la langue, les sons de la langue, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. Alors ce passage montre bien que Mallarmé est parfaitement conscient du caractère donc abstrait
de la notion, et d'une notion donc d'un signifié qui est sans ressemblance, donc qui peut paraître dans un support arbitraire, sans ressemblance aucune, avec justement, encore une fois, les traits sensibles, les particularités sensibles, pensons à nouveau à Descartes, on est dans l'essence du sémantique, et on peut le définir, donc on peut définir ce sémantique, abstraction faite de toute référence aux images qui accompagnent bien sûr l'usage du langage. Alors, cette évidence de principe, donc principe que Saussure nommera l'arbitraire du signe linguistique, est l'équivalent donc dans l'ordre des physiques cartésiennes de l'idée d'étendue, par exemple, géométrique, essence de la matière, sans aucune ressemblance avec les qualités sensibles que nous percevons dans les corps de façon confuse. Et de manière correspondante, mais inverse, c'est ça qu'il faut bien voir, Mallarmé va renaturaliser, lui, ce rapport. Et donc il va faire un travail qui est un travail proprement poétique, mais un travail qui présuppose bien sûr la conscience très claire, vous voyez, de cet arbitraire du signe, de ce lien arbitraire entre le signifiant et le signifié, mais de façon inverse. C'est-à-dire que l'essence du signe poétique, selon Mallarmé, c'est la production d'un son qui, justement, par sa sonorité même, évoque l'idée signifiée. Il s'agit donc, au fond, de combattre l'arbitraire du signe, de le combattre méthodiquement. Donc, il ne renonce pas à tout usage référentiel. Vous voyez, il avait interrompu la référence ordinaire, mais maintenant, il va reprendre, après avoir travaillé, donc, une sorte de médiation, les rapports du son et du sens, il va reprendre donc cette totalité pour viser, au sens de Kant, donc symboliquement, vous voyez, une totalité. Car cette référence à la totalité existe chez Mallarmé. J'ai développé ça dans mon livre, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations de Mallarmé extrêmement excitantes, qui font de Mallarmé un poète purement autoréférentiel, une œuvre fermée sur elle-même, une œuvre de langage pur, sans aucune espèce de référence. C'est manifestement faux, il suffit d'ouvrir un petit peu les livres de Mallarmé, de regarder un peu plus près les poèmes qu'il fait. Il n'a pas renoncé à toute référence, voyez. Il veut dire aussi le monde et le rapport de l'homme au monde, voyez. Ça a été suggéré déjà dans ce petit texte avec la peur du feuillage, la peur de la forêt, etc. C'est l'angoisse, en fait, en face du monde. Mais on va donc y revenir en terminant. Il va donc renouer avec une référence, une double référence, donc pourrait-on dire, celle du sens primaire, vous voyez, de ces images, la danseuse, le jeu d'Hamlet, le lancer du coup de dé, etc. Et à travers ce sens, ou mieux à travers cette essence claire et distincte de la notion, il vise la référence secondaire, comme on dit, la référence au monde, qui est ainsi signifiée de façon symbolique, analogique. Mallarmé donc se propose explicitement, on va le voir, une vision du monde, et non un enfermement stérile dans une poésie de mots, sans référence à quoi que ce soit d'autre que la perfection interne et close donc du jeu des mots. Oui, le poète, vous voyez, c'est le 5e extrait, tout à fait à la fin. Le poète ose, vous voyez, il y a une audace, le poète, calculé bien sûr. Il ose donner une forme sensible aux idées de la raison, que sont les êtres invisibles, par exemple, le royaume des saints, l'enfer, l'éternité, la création. Vous voyez, comme des exemples bien sûr de poèmes qu'il connaît à son époque. Mais c'est tout à fait semblable, même dans les termes, à la façon dont Jean Moréas, qui était un des rédacteurs du manifeste du symbolisme, dont Mallarmé était chef de file, définit le symbole dans un passage que j'ai repris, là, dans le Figaro littéraire de 1866, vous voyez, il dit « La poésie symbolique elle cherche à vêtir l'idée », et c'est très proche, c'est même étonnant, je trouve, à vêtir l'idée d'une forme sensible, qui néanmoins ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l'idée, demeurerait sujette. Et ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire cette subordination dont je parlais tout à l'heure, cette totalité organique sensible du son et du sens est subordonnée et sujette, vous voyez, à cette nouvelle orientation, le symbole, d'être un symbole du monde. Autrement dit, ces petits objets, ces petits bibelots, loin d'être vains et de rester inâmes, vous voyez, ce à quoi on réduit souvent la poésie mallarméenne, vous voyez, sont au contraire des éléments de microcosmique en quelque sorte, c'est ça que ça veut dire, qui symbolise en petit le grand monde, voyez.
Et l'idée, donc, à son tour, ne doit point se laisser voir, privée des somptueuses cimares. Donc, ce sont ces fameux voiles, tout à l'heure on parlait de passage sur la femme fête foraine, vous voyez, ça y fait penser aussi. Hein, ces idées, donc, se laissent deviner, voilées, hein, revêtues de ces somptueuses analogies extérieures. Hein. Donc, alors je prends un dernier exemple pour terminer là-dessus, et je reviendrai dans ma conclusion. Hein. Pour prendre donc l'exemple du combat d'Hamlet, hein, sur lequel j'ai travaillé aussi un petit peu, hein, qui revient sans cesse hein, chez Mallarmé. Hein. Elle est un excellent symbole, cette image du combat d'Hamlet, de l'idée de liberté morale hein, chez Mallarmé. Car il y a précisément, hein, j'en viens quand même à ce thème, hein, il y a une dimension morale hein, du rapport au monde chez Mallarmé. Hein. Pour conclure donc, car il faut conclure, l'articulation d'une poétique de la méthode fictionnelle, suivant le modèle de l'idée claire cartésienne, et d'une esthétique du symbolisme cosmique, suivant le modèle de l'idée esthétique kantienne, me semble donc bien constituer l'originalité de la poétique mallarméenne. Mais dans cette articulation, je voudrais ajouter autre chose en conclusion, c'est bien la poétique cartésienne qui est le moyen, paradoxalement, hein, d'une esthétique de type kantien, hein, de l'idée du monde prise comme fin dernière. C'est bien la grandeur et la puissance sublime du ciel étoilé, hein, dont Kant évoque l'admiration avec celle de la loi morale, dans la conclusion de la critique de la raison pratique, hein, qui est le cadre, au fond, du combat hamlétien de l'homme mallarméen. Hein. Kant écrivait « Deux choses remplissent l'esprit, une admiration et une vénération toujours nouvelles, et toujours croissante, et à mesure de la fréquence et de la persévérance avec laquelle la réflexion s'y attache, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » Vous voyez, je crois que cette référence s'impose là au terme d'une réflexion sur Mallarmé. Et ceci d'autant plus que Valéry, pour terminer avec lui, l'avait très clairement compris dans une page justement où il rapproche nommément lui, cette fois, parce que lui avait lu Kant, hein, Mallarmé et Kant. À propos donc de la tentative cosmologique justement du coup de dé, hein, dont venait de s'entretenir avec lui son maître, qui le ramenait, c'était une nuit de juillet, une nuit d'été, 1897, vous voyez, hein, c'est tout de suite avant la mort de Mallarmé, hein, et il écrit ceci donc dans un article qui s'appelle Le coup de dé, hein, il écrit donc ceci, au creux d'une telle nuit, entre les propos que nous échangions, je songeais à la tentative merveilleuse. Quel modèle, quel enseignement là-haut. Mais là où Kant avait naïvement peut-être avait cru voir la loi morale, Mallarmé percevait sans doute l'impératif d'une poésie, une poétique. Il a essayé, pensais-je, d'élever une page à la puissance du ciel étoilé. Voilà, je m'arrête.